Bienvenue dans Histoire et Mémoire, bienvenue sur cette esplanade de Maqam Chahid. Chahid, il sera justement question de Chouhada et de martyrs dans cette émission d'aujourd'hui. Il sera question des martyrs d'un bombardement horrible commis par l'armée coloniale française un certain 8 février 1958 à Sarriet Sidi Youssef. Ce jour-là, les bombardiers de l'armée française ont versé des tonnes de bombes, touchant ainsi des femmes, des enfants et ciblant même des humanitaires. Sarriet Sidi Youssef qui devient aujourd'hui un symbole d'un sacrifice commun entre les Algériens et les Tunisiens contre un ennemi commun, le colonialisme français. Sarriet Sidi Youssef, le massacre, ça sera sur Al 24 dans quelques instants. Le 8 février 1958, l'armée française bombarde le paisible village tunisien de Sarriet Sidi Youssef, situé à quelques kilomètres de la frontière algéro-tunisienne. Ce village était en effet supposé abriter des combattants de l'armée de libération nationale, l'ALN, servant à la fois d'espace de transit, de base logistique et militaire. 11 bombardiers B-26, 6 Corsair et 8 Mistral déversent par vagues successives pendant plus d'1h30 sur le village de Sarriet leur charge destructrice, faisant 80 morts, dont 20 enfants et 11 femmes, ainsi que plus de 120 blessés. Des camions de la Croix-Rouge internationale venus distribuer des vivres aux réfugiés étaient également atteints. En dehors de tout ce qui a été dit et écrit sur le bombardement de Sarriet Sidi Youssef, où la condamnation de la France par ses plus proches alliés était faite, il y a lieu de souligner que l'aveuglement des forces coloniales avait poussé la France car elles agissaient en son nom à entreprendre des actes contraires à tout entendement humain. En effet, on cherchait à punir la Tunisie pour son aide aux Algériens. Elle avait encouragé l'ouverture d'un front plus large. L'agression de Sarriet Sidi Youssef, hormis son aspect inhumain, reste une preuve de manque de discernement, de perspicacité et de réalisme, car il demeure incompréhensible que la France ne sache pas que, par-delà des frontières politiques, il y avait un seul peuple, uni par tant de liens indestructibles et qu'il était naturellement impossible aux Tunisiens de fermer leur territoire aux Algériens. Le bombardement de Sarriet Sidi Youssef a pris des ampleurs de crise internationale, car la France, dans son arrogance, a pu, au cours de ce bombardement, explorer les limites de ce qui était moralement admissible ou non à l'échelle internationale. Son image et sa réputation ont été fortement entamées et dégradées, prouvant ainsi des difficultés sérieuses à regagner la confiance de ses alliés. L'intervention des États-Unis à la suite du bombardement marque également un basculement dans les répercussions internationales de la guerre de libération nationale. En effet, jusque-là, les États-Unis s'en tenaient au statut d'observateur, se contentant de condamner oralement sur le ton du Conseil la conduite de la guerre par la France. Mais dès 1958, après notamment le raid de Sarriet Sidi Youssef, le regard des Américains va complètement changer à l'égard
de la lutte du peuple algérien pour son indépendance. Le bombardement de Saqiet Sidi Youssef est un crime d'État prémédité par la France coloniale, longtemps aveuglée par son arrogance coloniale barbare. Bienvenue dans Histoire et Mémoire. Vous l'avez compris, l'émission d'aujourd'hui portera sur le massacre de Saqiet Sidi Youssef commis par l'armée coloniale française le 8 février 1958. Pour évoquer cette tragédie, ce massacre horrible, j'ai le plaisir de recevoir Zoubida Mamlia. Elle est scénariste, écrivaine. Zoubida Mamlia a consacré d'ailleurs un livre et un scénario à cette tragédie. Avant d'entamer le débat, place au sommaire de l'émission. C'était là donc le sommaire de l'émission. Bonsoir Zoubida Mamlia. Bonsoir. Vous avez consacré un travail extraordinaire donc, à ce sacrifice commun entre les Algériens et les Tunisiens. Les Tunisiens. Oui, j'ai vécu le drame, puisque je suis de Soukaras, et Saqiet Sidi Youssef est à 50 km à peine. Et donc, quand cela est arrivé, nous étions ébranlés par l'événement. Et j'étais assez consciente de ce qui se passait à cet endroit-là. Et évidemment, c'est resté dans la mémoire. Puisqu'on est dans la mémoire, j'ai essayé de reproduire pour qu'on n'oublie pas. Parce qu'il ne faut pas oublier des choses pareilles. Donc j'ai écrit d'abord un livre sur les lignes Charles-Maurice, Silène comme on l'appelle, et puis surtout, je voulais absolument rendre hommage à cette région où les Tunisiens comme les Algériens se sont battus et ont mêlé leur sang, n'est-ce pas, face à un même ennemi qui est la France. La France n'a pas hésité à utiliser les bombardiers pour tuer les civils ce jour-là. Et c'était les civils qui étaient ciblés, on doit le tout souligner. Tout à fait. C'est les femmes, les enfants, les vieux. Il faut absolument que je vous décrive la configuration géographique. Oui. Il y a à Soukaras, entre Soukaras et Saqiet Sidi Youssef, 50 km à peine. Et de l'autre côté, parce que Saqiet est à mi-chemin entre Soukaras et le Kef. Le Kef, c'était le quartier général de notre armée. Et Soukaras était de l'autre côté. Le Kef est de ce côté-là et Soukaras de là. Saqiet Sidi Youssef est au milieu. Donc c'est un point, c'est une zone tampon en quelque sorte, et une zone très importante. C'est surtout le passage obligé des émigrés, les Jihines. Les réfugiés, ceux qui faisaient la traversée de nuit et en hiver. C'est parce que ces moments-là, ils pouvaient éviter les patrouilles françaises. Alors, avant d'évoquer, donc, c'est important l'histoire donc de ces réfugiés, mais j'aimerais revenir à la configuration d'un point de vue historique de cette région. Cette région a toujours été un champ de bataille. Hein. Il faut se souvenir seulement de la grande bataille des plaines, qu'on appelle la guerre des plaines avec Massinissa. Oui. C'est la bataille de Zama. Oui. C'est là, c'est à cet endroit-là. Et c'est aussi un endroit, plus tard, 58, Oued-Chouk, du côté de Soukaras, et il va y avoir la bataille, la fameuse bataille de Soukaras. Mais avant la bataille, il y avait El Keblouti, qui a livré la dernière bataille contre l'occupant français au XIXe siècle. Le Keblouti, oui. C'est à 13 km au sud-est de Soukaras. Il y a le fameux marché au blé, Ain Gattar. Et le Keblouti, c'était le chef incontesté de cette région-là avant l'occupation française. C'est Hnansha. C'est la tribu des Hnancha. C'est une tribu Arsh.
Et l'Arj, qu'est-ce que ça veut dire Arj? L'Arj, c'est un celui... ensemble de tribus. Un ensemble de tribus. Et de C'est une Moussa, et de confédération. Moussa, oui. C'est une confédération. Donc il y a des tribus qui font allégeance à cette grande tribu qui, elle, est guerrière. Les autres peuvent ne pas avoir assez de force pour lutter, mais ce Arj peut justement faire face à toutes les agressions possibles. Et donc, l'Arj al-Hanancha, c'était la dernière région qui avait fait les moissons, c'est-à-dire Harto, Trab, où ils ont eu les moissons. Parce qu'ailleurs, partout ailleurs, la France a balayé toutes les régions et c'était la politique de la terre brûlée. C'était la seule région où il y avait encore du blé, où il y avait encore un négoce de blé. Donc, le marché de Ain Gattar, c'était très important. Et il y avait ce jour-là de Keblouti. Et les gens vendaient du blé, il y avait du commerce, quoi. Et il y avait des spahis. Il faut parler des spahis. Bien sûr. Les spahis, c'est un corps d'armée créé justement avec les Ottomans. Mais quand la France est arrivée pour occuper le pays, la plupart des spahis ne voulaient pas devenir militaires français. Il y avait donc la majeure partie qui a fui vers Les l'Est. dissidents, voilà. Vers l'Est, justement, pour aller vers la Tunisie. Ceux qui sont restés dans l'armée française, souvent, ils venaient avec un commandant français. Ils venaient dans ces régions-là encore non occupées, encore rebelles, pour venir voir comment on peut les occuper, comment on peut les déranger. Et effectivement, ils sont venus ce jour-là, le jour du blé, de la vente du blé. Ils ont commencé à marcher sur les sacs de blé, à donner des coups de fouet, à chercher la petite bête pour créer l'escarmouche. Et le Keblouti va donner l'ordre de riposter. Ils vont riposter, ils vont être victorieux. Et donc, fiers de cette victoire, ils vont continuer la marche sur Soukaras. Qu'est-ce que c'était Soukaras à l'époque? La France avait déjà occupé les lieux sous forme de fortins. Le Bourj el-Kbir, le Bourj el-Sghir, c'était des fiefs de chefs de tribu. Le fameux Rezghi, qui va être déporté d'ailleurs, parce qu'il a donné une gifle à un militaire, un Français, parce qu'il ne se comprenait pas. Il avait fait venir un juif qui parlait l'arabe et le français. Et Rezghi lui a dit « Ah bon, tu ne me comprends pas et tu mets mes paroles dans la bouche d'un juif ?» Et il lui donne une gifle. Et il sera donc évidemment déporté. Par contre, les Français, quand ils ont occupé ces endroits-là, ils ont créé des fortins, comme dans les westerns, c'est-à-dire le modèle qui revient constamment. Et donc le Keblouti, quand il a été victorieux de la première bataille de Ain Gattar, il va marcher sur les fortins. Il va les écraser. Il va ramasser les armes et il a pensé qu'il pouvait faire face à l'armée française. D'ailleurs, dans son esprit, il disait que moi, j'ai fait plier la France. C'est comme ça. J'ai fait plier la France. Et donc, il va marcher vers le nord. Il va aller à Ain Sannour, le Mashrouha, tout ça pour aller. Mais la France avait déjà une rassemblé. idée. Mais oui, elle a des, comment on appelle ça, les gens qui venaient, les chasseurs, c'est-à-dire, ils venaient voir, c'était leurs journalistes de l'époque. Et ils les ont informés. Et la France a dépêché une force à partir de Camp Robert. Camp Robert était déjà existé entre Oumlebouek et Guelma. Cette région était déjà un camp militaire. Elle va dépêcher les canons. Et donc, que peut faire un fusil à double canon face à des canons? Il y avait les jouets, les tribus, leur armée c'était les jouets, c'est-à-dire les goums qu'ils levaient comme ça, c'était des cavaliers de noblesse d'épée, de cap et d'épée. C'était pas une armée régulière. Et donc, ils vont faire face à une armée régulière qui, elle, a sa hiérarchie militaire, qui a ses moyens, qui a donc une façon de faire la guerre. C'est pas du tout la même logique. Et lorsqu'ils sont arrivés donc à un endroit, l'armée était commandée par Mondovi et Duvivier, qui vont devenir les noms de deux villages sur la route de Annaba. Et voilà. Et après,
les compagnons de Kablouti vont recevoir une véritable tannée, c'est-à-dire le massacre. Blouti va se... Eh bien oui, il va couper les sangles de son cheval pour faire croire que c'est son cheval qui a fui. Et il va prendre la route de Tunis pour aller demander de l'aide au B de Tunis. qui n'avait pas les moyens. Donc, Non seulement il n'avait pas les moyens, mais il n'avait pas envie de faire une guerre. Il savait que c'était des causes perdues. oui, à l'époque. C'était fini. Oui. Il lui dit, est-ce que tu te rends compte que ton pays est déjà pratiquement occupé? Que l'émir Abdelkader a été déporté, que le Mokrani Kif a été déporté, lui aussi son frère déporté. Et là, le Keblout, il prend conscience de la portée des événements. Il lui dit, aide-moi, laisse-moi constituer une armée, je pourrai faire face à la... Et évidemment, il va travailler clandestinement avec tous les pays qui sont partis. Là-bas, il va essayer de regrouper les gens, mais bon, il va tomber malade et puis il va mourir à l'hôpital Sadeghi en 1874. Mais le bey de Tunis, à l'époque, lui a dit, vous êtes chez vous. Oui, il lui dit, tant que tu es là, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour créer des escarmouches, c'est pour créer des hostilités, non. Alors, on va évoquer également, parce que c'est important, hein, un autre événement où vous voulez évoquer également, donc avant de revenir au sujet de cette émission, au mois d'avril 58, donc il y a la bataille de Soukharas. Le 25 avril, oui. Elle va se dérouler sur justement ce territoire. Oui, moi j'ai vu faire, j'étais à Soukharas. Soukharas était une zone interdite. Oui. On entrait, on sortait avec un laissez-passer. Moi j'étais à l'école normale de Constantine. Je devais avoir un laissez-passer pour sortir et pour entrer. C'est-à-dire, on était très contrôlés. Et la France a réussi à isoler pratiquement les civils de l'armée algérienne qui était cantonnée en Tunisie. En créant la double ligne Chalais-Maurice avec... la ligne Chalais-Maurice, c'est immense. Il y a une première ligne, il y a à peu près 1 kilomètre, si ce n'est pas plus. Une deuxième ligne. Entre les deux lignes, il y avait la grande herse. C'était miné. D'ailleurs, jusqu'à présent, il y a des gens qui sautent encore sur des mines. Et c'était électrifié. Donc, comment traverser cette ligne? Souvent, les moudjahidines d'un côté ou de l'autre, ils tiraient à la courte paille. Et dans votre livre, vous avez exactement évoqué expliqué dans le détail cette traversée. Évoqué la mort d'un chef, Abdelaziz Kader, un grand chef dont on ne parle pas, et c'est un nationaliste de première heure. Il va justement, c'est lui qui va être tiré au sort. Et il va sauter sur une mine, sa jambe reste accrochée par un bout de chair, il va couper la chair avec son couteau et il va donner son couteau à mon personnage, Lilou, n'est-ce pas, qui prend conscience. Pourquoi? Parce que Lilou était un ouvrier qui louait le silène. Mais pour lui c'était absurde, en pleine nature, louer le silène, pourquoi? Et là, il comprend la raison de ce silène, et il va, comme c'était un artificier, c'était lui qui posait les mines, et ben il va aménager des couloirs de vie dans l'espace de la mort, quoi, pour permettre justement, pour qu'il n'y ait plus un autre Abdelaziz Kader qui meurt. Et dans mon livre, c'est ce passage, le passage les allers-retours. Voilà. D'abord, c'était ceux qui allaient vers la Tunisie qui étaient prioritaires. Et après, ce sont les autres qui rentrent par la même porte. C'était un aller-retour constant. Par contre, dans cet aller-retour, il va y avoir la fameuse bataille de 58. De Soukharas, oui. Oui, parce que quand ils ont traversé la première ligne, ils ont déminé un petit peu, ils n'ont pas pu atteindre la seconde ligne. Donc, c'était une région Tawed Chouk. Oui. Là, ils vont être découverts, et c'était beaucoup de Djounoud qui traversaient, qui allaient de l'autre côté. D'ailleurs, on l'appelle la mer des batailles. C'est à partir de là que la France va changer de république. Oui. De Gaulle va changer. Ce n'est pas des petits escarmouches, c'est une guerre. Il faut employer les grands moyens.
Et on va bombarder, on va utiliser l'aviation. Et c'est lors de cette bataille que la France va se doter qu'on appelle les bananes. Ouais. C'est des hélicoptères, bananes, qui peuvent descendre silencieusement pratiquement. Et déposer des troupes. Et beaucoup de troupes. Ouais. Beaucoup de troupes, beaucoup de moyens militaires. Dans des zones vraiment où on ne peut pas accéder facilement. Eh bien, cette bataille va faire beaucoup de morts, et je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que après, les morts étaient là des deux côtés. Hein, Oui. Et l'armée française est venue chercher les hommes pour aller enterrer. Après la bataille, mon père est allé sur place. Il est revenu, il est resté malade pendant longtemps. Alors, donc, c'est un passage obligé pour les réfugiés, cette zone. Et c'est à partir de 1955 que vous avez vu, donc c'est après l'installation des zones interdites, que vous avez vécu, donc... Tout à fait. Toutes les exactions militaires. Alors, les exactions militaires et puis la fuite des Algériens vers... La traversée, moi je l'appelle la traversée. La traversée, donc... La traversée, c'est donc tous les douars limitrophes sur la frontière, parce qu'il y a beaucoup d'installations. De Mechta. Ce sont des paysans qui vivent de la terre, et la France va justement les regrouper dans des cités de regroupement, et ceux qui ne veulent pas aller dans les traversent, parce qu'ils ont leurs parents, les pères, fils, sont au maquis. Ils savent très bien qu'ils ne seront pas logés et qu'ils vont avoir un traitement spécifique. Donc, ils vont être peut-être emprisonnés, torturés. Ils vont traverser. Ils vont faire la fameuse traversée. Et cette traversée, elle est toujours de nuit et souvent l'hiver. Pourquoi ? Parce que pour éviter la patrouille. Et souvent, c'était dans cette région, c'était les femmes et les enfants. Bien sûr. Parce que les hommes sont au maquis. Sont au maquis. La plupart des hommes étaient au maquis à l'époque. Les paysans ont payé le prix très, très, très fort. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. S'ils rentraient, par exemple, s'ils devenaient un citadin, il n'allait pas travailler. C'est la misère la plus noire, quoi. Il n'a rien à faire. Alors, la meilleure façon de faire, c'est d'aller au maquis. Donc le relief n'était pas là pour arranger donc, c'est la zone la plus montagneuse. Oui. Là, la région de Soukaras, c'est les trois reliefs, l'Atlas sarien, l'Atlas tellien, et les hauts plateaux se regroupent dans cette région, et ça va faire un grand cirque, donc montagneux. Oui. C'est la plus haute montagne ici. Et puis donc après ces reliefs, c'est la plaine. Donc, et il va y avoir la Tunisie, c'est plat la Tunisie, il n'y a pas beaucoup de... La dernière montagne, c'est le mont Zarwen. Alors le passage par Sarriette, c'était le passage obligé pratiquement de tous les réfugiés. Et obligé parce que... Et puis il y avait le fameux avion jaune, le Tayara Safra. Et nous, on savait à Soukaras, quand l'avion jaune se mettait à voler en Razmot, là, on savait que une grande bataille va être livrée dans la région. Et on craignait beaucoup l'avion jaune, d'ailleurs. C'était l'avion Mouchard. On l'appelait l'avion Mouchard. Et dès que cet avion... Parce qu'à Soukaras, ça avait un aérodrome militaire. Et dès que cet avion prenait le vol et que se mettait à faire des investigations dans les forêts et tout ça, on savait qu'il y avait des militaires, des djounout qui étaient au maquis, qu'ils ont été repérés et qu'il va y avoir une bataille. On le savait. Alors, je vous propose donc un témoignage exclusif de Salahdine, docteur Salahdine Rajai, fils du commandant de l'ALN, Ammar Rajai, qui a vécu justement cette traversée, qui va devenir réfugié en Tunisie. Il va revenir dans ce témoignage sur la vie des réfugiés et surtout le nombre des réfugiés en Tunisie pendant la guerre de libération nationale. Il y avait un flux constant. Même ceux de l'intérieur du pays, ceux des autres régions, la région constantinoise, tout ça, est traversée par cet endroit-là. Donc je vous propose d'écouter Salahdine Rajai et on revient juste après.
À Tejrouine, là, on a passé une année. On m'a scolarisé. Moi, j'ai perdu 2 années de l'école primaire en Algérie, la Meskena. Ils m'ont inscrit dans une médersa qui enseigne l'arabe littéraire pendant une année. Et puis le service social de l'ALN à Tunis nous a transféré à Tunis, la capitale, au Bardo, le quartier Le Bardo. Là, c'est le service social qui nous a accordé les allocations familiales de mon père, parce que le FLN en guerre, il octroyait des allocations familiales aux familles des shahids et des moujahidines. C'est avec ça qu'on payait le loyer. On habitait chez une famille tunisienne qui s'appelait les Hsayri, le nom de famille. Eux, ils habitaient au premier étage et nous, au rez-de-chaussée. Et on vivait de ces allocations familiales. En tant que, ce n'est que pendant l'année où nous étions à Tejrouine, où le service social du FLN nous aidait avec des couvertures, des denrées alimentaires. Mais à Tunis, on vivait uniquement. Non, c'est une maison chez les Tunisiens. Et c'était une maison qui appartenait aux sous-officiers, aux sous-officiers de la zone 4. Ils ont déménagé, ils sont allés en voyant la famille du shahid, ils ont déménagé, ils sont partis à la caserne avec les moudjahidines, ils nous ont laissé la maison, exactement. Il n'y a que 10% seulement des réfugiés comme nous étions dans les 10%, puisque nous vivions des allocations familiales du shahid, qui habitaient les villages et les villes. Ouais. Alors que la frontière occidentale de la Tunisie, sur tout son trajet du nord au sud, il y avait 90% des réfugiés, c'est-à-dire juste avant l'indépendance, des statistiques du GPRA donnaient 130 000 réfugiés algériens en Tunisie, et quand on prend 90% des 130 000, on trouve qu'il y a 117 000 à la frontière qui vivaient dans une misère noire, démunis de tout, dans des grottes, sous la tente ou dans des gourbies rudimentaires. Et parfois en symbiose avec la population locale tunisienne qui vivait dans la misère noire aux frontières occidentales de la Tunisie, qui ont été comptés parmi les réfugiés par le Croissant Rouge tunisien. Ils bénéficiaient des mêmes aides. Ils bénéficiaient des dons et secours octroyés par les sociétés donatrices, type Croix-Rouge. C'est la Ligue des sociétés nationales des Croix-Rouges, qui est la cheville ouvrière qui travaille sous l'égide du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui était à Genève. D'abord, avant 58, il y avait le service social, le service d'aide sociale, d'aide aux réfugiés. Ensuite, au mois de septembre 1958, il y a eu la naissance du GPRA. Il y a eu en même temps la naissance du ministère des Affaires sociales et de la Santé. Ce ministère a fait appel au docteur Mohamed Sghir Naqash pour diriger le secteur de la santé. Ouais. FLN, ALN. Avant un petit historique rapide. Oui. Avant 58, 1950, c'était le docteur Tijani Heddem qui avait en charge le service social le service sanitaire du FLN ALN en guerre. Ensuite, le docteur Tijani Heddem est venu après au début, c'était Mohamed Sghir Naqash qui a pris en charge le service sanitaire de l'ALN FLN. Ensuite, quand ils sont rentrés en Tunisie, c'était Tijani Heddem qui a pris la relève. Tijani Heddem, quand il y a eu la création du ministère de la Santé, des Affaires sociales et de la Santé, du GPRA, sous la direction de Abdelhamid Mehri a préféré rappeler
le docteur Mohamed Saghir Naqash, il était relativement plus dynamique. Il allait sur le terrain, lui. Alors, le rôle de le ministère des Affaires sociales et de la Santé a utilisé, puisque le GPRA lui a donné un seul rôle, s'occuper des réfugiés sur tous les plans, social, sanitaire, économique, surtout social et sanitaire. Alors lui, il a fait appel au Croissant Rouge algérien, c'était son fer de lance sur le terrain. Ensuite, le Croissant Rouge algérien avait d'autres rôles. Il soulevait la question de la situation sanitaire, et surtout sociale et sanitaire, des réfugiés algériens et des blessés et mutilés de guerre, de la guerre de libération nationale, auprès des États européens surtout, et même arabes. Il y a les autres structures d'aide aux réfugiés. Il y a le Croissant Rouge tunisien, auquel il faut rendre hommage. C'était lui le premier qui a pris en charge les Algériens à la frontière. Et ce Croissant Rouge tunisien, il a une particularité. Il ne reconnaît le statut de réfugié algérien qu'aux 90% des réfugiés qui sont qui vivaient tout le long de la frontière occidentale de la Tunisie. Ceux qui, comme nous, qui vivaient dans les villes et les villages, ils ne le reconnaissaient pas, ils ne le reconnaissaient pas en tant que réfugiés. Donc, ils ne fournissaient pas d'aide. Et le Croissant Rouge tunisien, comme toutes les autres structures de Croissant Rouge, il est activé sous l'autorité aussi du CICR. Et le CICR, il avait la Ligue, j'ai dit tout à l'heure, la Ligue des sociétés donatrices qui ramenaient les dons, qui collectaient les dons dans leur pays. Je vais citer tout à l'heure les pays à qui il appartenait, et qui les ramenait à bon port, au niveau des ports tunisiens. Et le Croissant Rouge tunisien, le Croissant Rouge algérien s'occupait de la distribution des dons et secours aux réfugiés. Il y avait 40 sociétés donatrices. Ouais. Les statistiques des réfugiés algériens, la source, c'est le service social des réfugiés de la base FLN de Tunis. Dans les gouvernorats, c'est des sortes de wilayas comme. Oui, oui. Le gouvernorat de Gafsa abritait 9014 réfugiés algériens. Tozer, 2450. Sbeitla, 25 368. Souk l'Arba'a, 40 323. Le Kef, 49 449. Tunis et sa banlieue, 2541. Nabel, 33. Menzil Bourguiba, 83. Béja, 490. Sousse, 387. Sfax, 200. Bizerte, 282. Kirouane, 220. Mednine, 60. Le total, c'est 130 900 réfugiés algériens. Voilà, c'était là donc un témoignage de Salahdine Radjaï, et il a évoqué le nombre. Ah oui, oui. C'était surtout des femmes et les enfants, oui, oui. Et les personnes âgées. Ils n'avaient rien à perdre, il n'y avait plus rien à perdre. De toute façon, c'était une traversée de la mort aussi. Hein. Ils pouvaient mourir facilement, ils le savaient. Ils s'engageaient quand même dans ce départ forcé, et dans des conditions vraiment abominables. C'est la nuit, en région montagneuse, et l'hiver. Les enfants, on les protégeait comme on pouvait. On les portait sur le dos, ou bien on les attachait carrément à la ceinture pour éviter qu'ils ne tombent dans les gouffres. C'est des régions très, très montagneuses. Et Salahdine Radjaï disait que les Tunisiens des frontières, à l'époque, ils venaient d'avoir leur indépendance. Donc, ils étaient extraordinaires. Ils étaient extraordinaires. Ils partageaient le peu qu'ils avaient à l'époque. Oui. Absolument. Oui. D'ailleurs, c'est très simple. Les réfugiés qui arrivaient à Sakretisius étaient automatiquement pris en charge dans des camps, oui. Des camps de toile, oui. Sur le plan sanitaire. Tout de suite, il y avait une infirmière, oui. Parce qu'ils traversaient à pied et tout ça. On les soignait, on soignait leurs plaies, et on les réconfortait par un bon petit déjeuner ou bien et justement, dans mon scénario, je parle de la petite fille qui découvre justement le bol de lait et une brioche. Elle n'avait jamais mangé ça.
Elle pensait que c'était le paradis, Sarkis Youssouf. Après l'enfer de la traversée, découvrir Sarkis Youssouf, c'était le bonheur total. Et son frère, elle était avec son frère et sa mère, et elle pensait trouver son père à cet endroit. Mais son père était au Maki, et il était justement en situation de guerre, quoi. Elle ne va pas le voir. Et son frère, un peu plus âgé qu'elle, il va être pris en charge pour être dans des camps de préparation militaire. On les envoyait souvent en Égypte pour les former militairement et pour l'instruction, mais aussi pour une formation. La plupart des garçons surtout partaient pour une formation militaire, formation de l'aviation, formation sur tous les plans, parce qu'on prévoyait l'après-guerre. On prévoyait donc ces jeunes-là qui sont là, on leur a enseigné donc ce qu'il fallait apprendre, mais surtout on les préparait à la gestion du pays. Donc voilà. Et la petite fille qui a traversé avec sa mère et son frère, elle va être à l'école avec une petite Tunisienne. Elle est heureuse. L'école, pour elle, c'est le bonheur. Elle dessine, elle a des crayons de couleur, elle a du papier, et les Tunisiens sont gentils avec elle. Donc, c'était formidable. Et puis, vous avez comparé ce massacre au massacre commis par l'armée allemande, tout à fait. L'armée d'Hitler à Guernica. Guernica. Pablo Picasso a peint l'horreur. L'horreur, oui. Et cette gamine va, elle aussi, dessiner l'horreur. Elle va dessiner ce qu'elle a vu, les morceaux de pied, les bouts les foulards jetés, parce qu'il y avait surtout des femmes, des enfants et des bêtes, parce que c'était un jour de souk, Oui. de foire. Et elle ne comprenait pas pourquoi on a tué ces gens-là. Et alors, elle a dessiné le sang, elle a dessiné les bouts de chair, elle a dessiné l'horreur, comme a fait Pablo Picasso pour Guernica. Moi, j'ai fait la comparaison à travers le regard de cette gamine. J'ai raconté l'histoire de Sarkis Youssouf en la romançant un petit peu, à travers le regard d'une gamine qui vient à la vie, mais qui va vivre l'horreur. Elle va vivre la mort. Sa copine, sa camarade de classe va mourir, sa grand-mère va mourir, tous ceux qui l'entouraient. On doit rappeler que les enfants étaient les principales victimes de ce raid, de ce massacre. L'école, il y avait des Tunisiens et des Algériens, c'était un sang mêlé, sans distinction. Il y avait des élèves tunisiens, il y avait des élèves algériens qui sont morts en même temps sous les bombes françaises. Et la France, quelque part, a fait cette opération, non pas pour se venger, mais c'est comme si les Algériens ou les Tunisiens n'étaient pas des êtres humains. D'ailleurs, Salah ad-Din Rajai, dans son témoignage, il évoque ce tableau noir sur lequel l'institutrice préparait donc, tout à fait. les élèves à connaître, à découvrir ce que c'était un avion. C'était une partie d'avion sur le tableau noir. Tayara Safra. Donc on écoute la deuxième partie du témoignage de Salah ad-Din Rajai et on revient juste après. Au cours des 6 mois précédant l'attaque, il y a eu 80 incidents militaires entre les troupes françaises et les combattants de l'ALN stationnés à Sarkis Youssouf et un peu à Ghardima. Oui. Ça, c'est le long de la frontière occidentale tunisienne. Il y a eu 80 incidents dans les 6 mois précédant l'attaque. Oui. Le point culminant a été atteint le 11 janvier 58, où un bataillon de l'ALN composé d'environ 300 hommes dont les éléments ont été transportés dans des camions de l'armée tunisienne vers la frontière occidentale de la Tunisie, algéro-tunisienne. Et ce bataillon a attaqué une forte patrouille française
sous forme d'embuscade minutieusement préparée. C'était la surprise générale. Cette embuscade s'est soldée par 15 morts dans les rangs des militaires français et la capture de 4 soldats français faits prisonniers, et ils ont été ramenés à bon port à la base de Saqet Sidi Youssef de l'ALN. Parce qu'à côté de Saqet Sidi Youssef, il y avait une base de l'ALN, Ghardima. Avant que les Français ne puissent riposter. Donc c'était une embuscade minutieusement préparée et qui a été un succès pour les combattants de l'ALN. Quelques jours plus tard, un avion de reconnaissance militaire français volait au-dessus de Saqet Sidi Youssef, au-dessus de la base ALN de Saqet Sidi Youssef. Cet avion a été abattu par des tirs de mitrailleuses DCA de la base ALN près de Saqet Sidi Youssef, par des tirs de mitrailleuses. Les autorités françaises à l'époque lancèrent de graves et furieux avertissements et menaces après cet incident. Tôt le matin du 8 février 1958, un autre avion de reconnaissance faisait son apparition dans le ciel de Saqet Sidi Youssef. Il a été touché par des tirs de mitrailleuses DCA tirés à partir de la base ALN qui jouxte la localité de Saqet Sidi Youssef, et cet avion a dû atterrir d'urgence au-delà de la ligne Maurice. Quelques heures plus tard, une escadrille de bombardiers B-26 de construction américaine firent leur apparition dans le ciel de Saqet Sidi Youssef. Ils bombardèrent massivement la localité. Ils ont bombardé la localité, ils ont bombardé la base ALN qui était proche de Saqet Sidi Youssef. Le bilan, il y a eu 80 personnes mortes, dont des enfants et des femmes. Les autorités tunisiennes dépêchèrent les correspondants de presse étrangère rapidement sur la scène encore fumante qui a été bombardée. Ils ont découvert, il y a eu 80 personnes mortes, ils ont découvert qu'il y a eu une école qui a été complètement détruite et l'hôpital local endommagé. Ces journalistes prirent des centaines de photos de la scène. Ils insistèrent sur 2 images, l'une de l'école complètement détruite, où un tableau noir était le seul rescapé, entre guillemets, et sur lequel ils ont vu qu'il y avait une image inachevée d'un avion que la maîtresse d'école avait commencé à dessiner sur le tableau noir pour illustrer son cours. C'était une image comme disaient les journalistes, pathétique, simple et pathétique, l'image d'un avion non achevé sur un tableau noir intact. L'autre image, c'était un enfant qui a été mutilé, qui était sur son lit d'hôpital. Les journalistes, ils ont pris des centaines de photos. Le gouvernement tunisien saisit le Conseil de sécurité pour condamner l'agression, bloque la base navale de Bizerte qui était occupée par la marine française dans le cadre du protectorat français, a interdit aux militaires français présents sur le sol tunisien dans des casernes, dans le cadre toujours du protectorat français, il leur a interdit toute sortie. Ils doivent être cloisonnés dans leur caserne. Ça, c'est les premières décisions qu'ils ont prises. Ensuite, le 24 février 1958, le journal L'Action tunisien, bien sûr, écrit exprimant la position officielle du gouvernement tunisien, écrit surtout dans sa page de commentaires, que la Tunisie aidera moralement et matériellement les Algériens avec tous les moyens dont ils disposent, car un destin commun nous unit. C'est ce qu'a écrit la presse. Les victimes de ces bombardements ont été pris en charge en urgence sur le plan sanitaire par les
les services sanitaires de du FLN en guerre, du ministère des Affaires sociales et de la Santé du GPRA et du ministère de la Santé de la Tunisie. Quant au volet humanitaire, il a été pris en charge par le Croissant Rouge tunisien et le Croissant Rouge algérien. Cet incident a eu deux conséquences politiques qui sont pas négligeables. La première, l'audience de la cause algérienne dans l'opinion internationale a été boostée à merveille à travers les 5 continents. Ils ont compris, que la lutte du peuple algérien était un problème de décolonisation. La deuxième conséquence, ça on peut dire que c'est une bataille politique, c'est une conséquence et en même temps une bataille politique gagnée par la cause algérienne, le peuple algérien. La deuxième, qui est aussi une victoire politique, cet incident a généré une chaîne d'événements politiques dans l'Hexagone français qui a fini par la désintégration politique finale de la 4e République française, qui était un régime parlementaire et qui a laissé place à un régime présidentiel avec l'arrivée de Charles de Gaulle. La population tunisienne a accueilli tous les réfugiés sans exception avec le maximum de sollicitude et de bienveillance. Ils étaient sympathiques, il faut reconnaître. Alors, c'était là donc un deuxième extrait du témoignage de Salahdine Radjaï, un ancien réfugié en Tunisie, et il dit que le bombardement a pratiquement surpris tout le monde, notamment les Algériens. Eh bien, d'abord, il faut revenir à l'incident. Oui. Les Algériens, évidemment, ils étaient... l'effet des 2 lignes Charles-et-Maurice vont faire leur effet sur les actions militaires de notre armée. Nationale, voilà. Ils n'ont pas baissé les bras pour autant. Ils continuaient à faire des escramouches, à déranger la France dans toutes les organisations qu'elle faisait. Et donc, à un certain moment, il y avait des avions qui patrouillaient, des avions lourds, qui patrouillaient sur le long de la frontière. Un des avions va être atteint par une patrouille algérienne et va se poser du côté de Tébessa, je crois. Et après, ils se sont dit, bon, il va falloir nettoyer la région. C'est le mot. Et ils vont prendre une décision militaire à Constantine. La décision va être discutée à Paris, non pas au niveau de la présidence ou au niveau des politiques, mais au niveau d'une décision militaire toujours. Et la décision va revenir vers Constantine pour l'exécution immédiate. Et on va bombarder carrément un territoire souverain, qui est la Tunisie. La Tunisie était indépendante, c'est-à-dire on n'a pas le droit de faire ça. D'ailleurs, Bourguiba va porter la chose aux Nations Unies, c'est clair, il ne va pas s'arrêter. Nous allons justement revenir sur les répercussions internationales dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Histoire et mémoire, nous évoquons ce soir l'histoire de ce massacre, la tragédie de Sarriet Seydi Youssef avec Zoubida Mamlia. Zoubida Mamlia, nous avons, dans la première partie, essayé d'expliquer la configuration des lieux et d'expliquer également l'origine de cette attaque barbare, sauvage, qui a ciblé essentiellement les femmes et les enfants, et même les humanitaires. Oui, il y avait la Croix-Rouge. Dans cette deuxième partie, j'aimerais bien revenir maintenant sur déjà l'ampleur de ce drame. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il va y avoir un impact politique, un retentissement à l'échelle... Avant le retentissement, qu'est-ce qui s'est passé à Sarriet? Vous savez, la France a toujours voulu nier l'existence d'un peuple qui s'appelle le peuple algérien. Elle voulait assimiler une poignée et puis dire qu'il n'y a plus d'Algériens.
Il n'y a plus d'Algériens. C'est mon territoire, je l'ai conquis et les peu de personnes qui y vivaient sont devenues français. Par la langue, par un traitement de faveur. Le reste, elle s'en est occupée depuis 1830 par les guerres, par la famine, par les maladies. Les maladies. Parce qu'elle a ramené deux graves maladies, Exactement. la tuberculose et la syphilis. C'est la France qui a ramené ça. Et donc, la France a toujours voulu nier l'existence de... Et il se trouve que ce peuple a réussi à devenir une nation autour d'une même idée qui s'appelle la liberté, l'indépendance. La nation étant devenue ce qu'elle était, donc on a essayé de négocier. Après 45, le 8 mai 45, elle a répondu par un massacre. Et là, la seule façon de faire, c'était l'armée. Il fallait une confrontation armée. Même si les forces n'étaient pas égales, on s'est engagé quand même dans une guerre qui a duré 7 ans quand même, qui a fait beaucoup de victimes, c'est certain. Par contre, la France tenait absolument à nier le fait, internationalement parlant. On a répondu à cela par les grèves des étudiants, les grèves générales. On a répondu par l'installation d'une radio pour, en 56, à l'étranger. Les pays qui nous ont aidés, c'est évidemment ont supporté justement l'Égypte, la Tunisie, les pays de l'Est, la Tunisie bien sûr. La Tunisie, nous étions chez nous en Tunisie. Les gens, les réfugiés qui partaient, ils étaient chez eux, mais les Tunisiens nous ont supportés pendant toute cette période et nous ont beaucoup, beaucoup aidés. Pourquoi? Parce que le plus gros de l'armée était de ce côté-là. Parce que c'était plus facile d'être en Tunisie et d'être en contact avec l'Égypte. C'est cette proximité-là qui a fait que le plus gros de l'armée était de ce côté-ci. Et donc la France va installer tous les moyens pour empêcher que cette nation soit reconnue internationalement. Mais elle a fait quand même des erreurs dans sa stratégie. Le bombardement de Sarre et de Sétios va avoir un retentissement extraordinaire. Évidemment, Bourguiba ne va pas se taire. Bourguiba, c'est un grand stratège politique. Il va profiter de cette façon et il va non seulement revendiquer des réparations, mais aussi faire connaître encore plus de reconnaître le combat algérien. Le combat algérien. Voilà, il a une origine, il a une raison d'être. Voilà ce qu'est capable la France. La France tue les civils et les gens sont obligés de se défendre. D'ailleurs, il dit qu'il faut une solution en faveur des Algériens. C'est ça la formule de... C'était ça. Oui. Il a pris sur lui des engagements extraordinaires. Il était prêt à faire la guerre, encore refaire la guerre à la France. Il venait de sortir de la guerre. Et puis il y avait également le peuple tunisien qui a... Mobilisation générale. Mobilisation générale, et ils ont donc dénoncé... Absolument, fortement. Avec cette agression. Tout à fait. Et d'ailleurs, il était question de faire un film en coproduction avec la Tunisie, l'Algérie et la Tunisie. C'est un producteur tunisien qui a eu l'idée et on devait le faire. Malheureusement, le producteur est mort, mais le projet restait en suspens. On pourrait peut-être relancer ce projet pour que la Tunisie et l'Algérie fassent un travail de mémoire ensemble à travers ce film. Et c'est vrai que l'Algérie a toujours considéré Sakri Sidi Youssouf comme une blessure qu'elle doit absolument penser. Oui. Donc l'aide est souvent conséquente lorsqu'il s'agit de Sakri Sidi Youssouf. S'il faut... D'ailleurs, la commémoration a lieu tous les ans. Et chaque fois qu'on peut améliorer les conditions de vie de Sakri Sidi Youssouf d'un côté ou de l'autre, on le fait. On le fait, on n'a jamais été absent. L'Algérie est très reconnaissante et Sakri Sidi Youssouf fait partie de notre histoire, de notre révolution.
Et puis, vous évoquez tout à l'heure les répercussions sur le plan diplomatique. Et c'est très, très important. Là, c'est la position même des alliés traditionnels de la France Tout à fait. qui va Ils vont changer de qui va vision. basculer, notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les États-Unis vont dépêcher des journalistes Oui. sur place et ils vont constater les dégâts et ils vont surtout dire à la France, mais tu nous as trompés. Tu as dit qu'il n'y avait pas d'Algériens, qu'il n'y avait Ils vont pas de guerre. découvrir comment la France mène la guerre aux Algériens. Tout à fait. Et là, nous constatons des dégâts affreux. C'est-à-dire, tu es capable, tu as été capable de faire ça. Bombarder une école, Donc, des humanitaires, voilà, des femmes et des des enfants. civils. Et ça, c'est pas dans le règlement des Nations Unies ou bien les règlements dans... Il y a quand même une politique internationale dans les guerres, dans les... C'est-à-dire, ça dépasse tout l'entendement Tout diplomatique, à fait. politique La France et faisait moral. ça. hein. La France faisait ça en catimini, en quelque sorte. Elle tuait en silence. Oui. Et elle torturait en silence. Il ne fallait pas qu'on le sache ailleurs. Et malheureusement, l'événement de Sacristius va faire un effet de bombe dans tous les sens du terme, puisque les gens vont s'intéresser à ce conflit encore davantage pour comprendre quels étaient les enjeux. Et le véritable enjeu du côté algérien, c'était la liberté. La liberté, coûte que coûte. On ne pouvait plus reculer de toute façon. Alors, c'est aussi une manière de montrer comment les pieds noirs à l'époque, c'est-à-dire les colons, les grands, avaient la même mise sur cette guerre que l'armée française menait contre le peuple algérien. Mais les colons avaient compris, parce que la plupart des colons n'étaient pas français de souche. Hein. Oui, bien sûr. Ils sont devenus français par la force des choses. Là, c'est la France qui va... Parce que la France, quand elle a occupé l'Algérie, n'avait pas assez d'hommes pour occuper le pays. Alors elle a fait appel. Pour créer la colonie de peuplement, Voilà, il fallait donc... c'est une colonie de peuplement. Elle a fait appel à des voisins. Ouais. Alors les Italiens, les Maltais, les Suisses, oui. Même le Danemark, même l'Allemagne, beaucoup de gens sont venus. C'est une terre vide. Elle a dit qu'il n'y avait plus personne, donc venez, je vous donne des concessions. Évidemment, quelqu'un qui vient avec un papier, il a le droit d'avoir cette terre, alors que le vrai propriétaire, c'est par tradition, on est propriétaire parce qu'on le sait, mais on n'a pas de document pour prouver que la terre nous appartient. C'était comme ça, non, on a un rapport à la terre un peu spécial, c'est-à-dire la terre appartient à tout le monde, c'est un bien collectif, c'est un bien à la limite inaliénable, il ne peut appartenir à personne. C'est peut-être ce que la France n'a pas compris. Elle a très bien compris, au contraire. Cet Elle savait attachement. que les gens n'avaient pas de papier, ils avaient un autre attachement Non, à la ils terre. n'ont pas compris cet attachement profond. L'attachement à la terre. C'est-à-dire, les Algériens vont mener une lutte acharnée, quels que soient donc les moyens militaires mobilisés pour reconquérir ces Comment elle a terres. occupé l'Algérie? Avec qui? Elle va justement récompenser d'abord ceux qui restaient des grandes guerres, ceux qui ont combattu, les anciens, les vétérans des guerres de Napoléon. Tout. Et ils vont venir avec des concessions, elle va leur donner des terres. Elle va donc aussi faire appel à tous des pays voisins pour peupler. Alors, elle donnait la nationalité, les gens devenaient français. Mais la plupart ne savaient même pas parler français. Elle va donc faire donner des cours du soir. C'est comme ça que mon père a appris à lire et à écrire, parce qu'il m'a dit, quand elle a construit la mairie de Soukaraz, il y avait derrière la mairie 2 classes. Une pour les femmes, une pour les hommes. Le soir, c'était des adultes qui venaient. Il m'a dit, moi j'étais gamin, je venais, je regardais de l'extérieur. Et un jour, il s'est rendu compte qu'il savait écrire son nom. C'est Saïd. Ça y est, je connais la langue. C'est-à-dire, la France a été obligée d'abord de faire de l'alphabétisation, ces gens-là, et de leur donner la nationalité, les fameux colons. Si bien que, lorsqu'en 1958, il y a eu justement il fallait absolument discuter sur d'autres termes
sur l'existence d'un... 58, c'est l'année de la LN, incontestablement. Tout à fait. Et aussi de l'existence d'un peuple qui veut absolument la liberté, eh bien, les colons, qui n'étaient pas français de souche, eh bien oui, l'OAS, et ils vont essayer de mener une guerre tout seuls, ici, à partir de l'Algérie, contre les Algériens. Avec l'appui des militaires français, évidemment. Oui, De une l'état-major. partie, une partie. Oui, L'état-major, à les l'époque. les quatre généraux. Ah oui, oui, oui. Zeller, Jouot, Salan, à leur tête. Salan. Salan. Et ils étaient quatre, lesquels, que d'ailleurs De Gaulle les appelait le quarteron de. Oui. De Genève. Et c'était là, 58 justement, et il va changer de la République, l'ancienne République. C'est la chute, donc. La chute d'une République France, pour la une autre. Quatrième République, Et De Gaulle va dire, c'est une guerre totale, on va employer les grands moyens. Il emploie les grands moyens, effectivement. Il va employer ce qu'on appelle le rouleau compresseur, donc Oui. de l'ouest jusqu'à l'est. Donc. Il s'est dit, la France est en train de s'enliser dans un conflit où elle ne va pas s'en sortir. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme profit de cette situation? Il va tous... À l'époque, c'était quand même... Il va manœuvrer, donc... non, mais il y a eu la bombe atomique. La première bombe atomique, et donc les USA sont devenus une puissance nucléaire. Et là, il va sauver la France, l'honneur de la France, en faisant une puissance nucléaire. Sur le dos, évidemment. Reagan. Voilà, des Algériens, toujours. Eh oui, voilà. Il va y avoir... Parce que la France du 19e, du 20e siècle, c'est en grande partie, construite aux grandes dames des Algériens. Tout à fait. C'est incontestable. Oui, alors quand la France décide de faire des essais nucléaires sur Reagan, c'était une façon de prouver que la France n'a pas perdu le conflit. Elle est devenue puissance nucléaire. C'était une stratégie de Gaulle pour sauver la France, l'honneur de la France, au détriment justement des habitants de Reagan, les fameuses gerboises, et qui vont détruire la région jusqu'à présent. Donc, le reste, c'est sous terre, attendez. Là, les choses sont encore... Donc, et pour revenir maintenant à Sarriette, pour vous, ce drame commun entre l'Algérie et C'est irréversible. Oui. C'était irréversible. La France ne peut plus ignorer l'existence des Algériens, va considérer avec beaucoup d'intérêt ou beaucoup de raisons la question sur l'indépendance. Ce que nous dit d'ailleurs le Moudjahid et diplomate Salih Ben Koubi, qui revient sur les conséquences directes de ce massacre de Sarriette Sidi Youssef. Vous savez très bien que la grande fiction française était de vouloir prouver à l'opinion internationale que l'Algérie a été toujours une terre française. Vous savez que la première proclamation faisant de l'Algérie une terre française a été en 1833, c'est-à-dire 3 ans à peine après l'occupation d'Alger. Et ça a été à travers le maréchal Clausel. Depuis lors, elle ne cesse d'appliquer un régime d'enfer aux Algériens, tout en refusant toute immixtion extérieure dans les affaires algériennes, disant que les Algériens sont des Français. Donc, quand la guerre a éclaté et la révolution algérienne en 1954, la bataille était totale. Elle se posait en termes de résistance militaire, en termes de politique à l'égard des populations. C'est une bataille entre les Français et les Algériens qui, la victoire décisive ne pouvait venir que par le suffrage des populations. Troisièmement, il y avait aussi l'opinion internationale. La première victoire algérienne dans le domaine politique, dans le domaine diplomatique, vous savez très bien que ça a été en avril 55, à Bandung, quand les pays qui avaient participé à la conférence de Bandung avaient introduit l'Algérie en tant que membre de plein droit. La deuxième victoire, ça a été l'inscription de la question algérienne à
l'ONU en septembre 1955 après les événements du Nord constantinois. Donc, on savait parfaitement que l'apport étranger, l'apport international est aussi important que la politique intérieure ou aussi le combat sur le terrain. À un certain moment, en 1956, le gouvernement Guy Mollet, socialiste, est arrivé au pouvoir avec la promesse de ramener la paix en Algérie à travers ce qu'il appelle lui-même le triptyque, à savoir un cessez-le-feu avec les combattants, l'organisation d'élections, comme il le disait, libres et négociations avec ceux qui sortiraient du scrutin. Or, il n'y a pas eu un gouvernement plus à droite, plus docile aux volontés des Européens d'Algérie que le gouvernement socialiste de Guy Mollet, avec son représentant à Alger qui était Lacoste. Après un an de conflits et de bombardements, d'exactions militaires, le gouvernement Guy Mollet était dans l'impossibilité d'arriver à un résultat. Donc, en 1957, vers le mois de juin, je pense, le gouvernement Guy Mollet est tombé. Il a été remplacé quelque temps après par le gouvernement Bourges Mounori, qui a maintenu pratiquement tous les ministres de Guy Mollet et pratiquement une politique encore plus à droite. Et l'opinion internationale commençait à s'impatienter et on a vu la question algérienne être reposée à chaque session des Nations Unies. La première, comme je l'ai dit, ça a été lors de la 10e session en septembre 1955, puis ça a été en 1957, en janvier, lorsqu'il y a eu la grève de 8 jours, puis en 1958, enfin, et là aussi, il fallait pour l'armée faire vite pour ne pas donner de temps aux puissances étrangères de s'immiscer dans les autres, et plus particulièrement aux pays limitrophes. On savait parfaitement que le commandement de l'armée algérienne, enfin de l'ALN, était en Tunisie, avec l'appui qu'il pouvait avoir à partir d'autres pays arabes. Donc, l'armée d'Algérie française, l'armée française en Algérie voulait donner en quelque sorte une leçon à tous ceux qui voulaient s'impliquer dans l'affaire algérienne. Et c'est ce qui a amené le bombardement de Sakiti Sidi Ouzf, qui se trouve à la frontière, où il y avait beaucoup de populations algériennes émigrées, réfugiées, et vous savez que ça a coûté des dizaines de morts et des centaines de blessés. Alors là aussi, ça a pris une tournure. Ils ont voulu en quelque sorte donner une leçon. Or, c'est l'inverse qui s'est opéré, parce qu'immédiatement les Tunisiens ont demandé le secours de puissances étrangères, plus particulièrement les États-Unis, l'Angleterre et d'autres pays de l'Occident, parce que lui était davantage pro-occidental. Et on a vu les Américains et les Anglais proposer leur médiation pour arriver à trouver une solution au conflit algérien. Et là, il y avait véritablement un processus qui s'engageait de médiation et d'internationalisation au niveau, cette fois-ci, du camp occidental des grandes puissances. C'était un échec pour la France. Et vous savez à quoi ça a mené? Ça a mené à la révolte de l'armée française en Algérie, qui voulait à tout prix refuser toute concession à l'égard de la révolution algérienne. Et on a vu les événements du 13 mai, c'est-à-dire l'armée française d'Algérie prendre le pouvoir contre le gouvernement de Gaillard et faire rentrer la France pour la première fois au XXe siècle dans une crise institutionnelle, puisqu'il a été impossible de renouveler un autre gouvernement. Il y a eu une tentative à travers le Flimelin, mais finalement, ils ne pouvaient pas le faire. Ils ont été obligés de faire appel à De Gaulle. L'effet contraire de ce qu'ils attendaient. Mais il faut dire aussi que la bataille n'a pas cessé sur le terrain, parce qu'une cause qui n'est pas défendue par les siens a peu de chances de voir son issue victorieuse. Il y avait donc un triple effort, un effort au niveau du terrain, par les combats aussi bien dans les jebels que dans les villes et dans les petites localités. Il y avait le travail politique qui était fait par le FLN,
dans la mobilisation des populations, parce qu'il faut dire que les Français n'ont pas cessé de vouloir alléger surtout ce qu'on appelait la troisième force, à savoir les intéresser à une formule qui ne serait ni l'indépendance ni le statu quo, en leur proposant par exemple la parité dans les assemblées aussi bien locales que régionales. Donc là aussi, il y avait un effort très très grand déployé par le FLN et bien sûr l'action psychologique et l'action diplomatique qui a vu son travail s'améliorer et son expansion gagner pratiquement tous les pays qui étaient les pays frères et amis et ceux qui acceptaient d'appuyer la cause algérienne. Donc le FLN s'est doté de missions au niveau de tous les pays qui avaient des relations avec l'Algérie, qui acceptaient d'avoir des relations avec le peuple algérien. Donc c'était là un éclairage du diplomate Moudjahid Salih Benkoubi. Il évoquait exactement les conséquences sur le plan international. La reconnaissance du peuple algérien, son armée et son combat. Ça, c'était la victoire, en fait. C'est malheureux de le dire. C'est déjà une première victoire, malgré donc, oui. malgré l'ampleur. Mais on va du commencer. massacre. Pour la première fois, on a envisagé des négociations. Pour la première fois, De Gaulle a essayé lorsque lui a dit « je vous ai compris », et tout cela, c'était des manœuvres pour essayer enfin de s'asseoir autour d'une table et de discuter sur les termes de ce conflit. Et le terme de ce conflit du côté algérien, c'était l'indépendance. Il n'y avait pas à discuter. Et du côté des Français, il fallait négocier l'honneur de la France. Il fallait qu'elle s'en sorte avec les honneurs quand même. Elle perd une grande colonie, elle perd toute sa stratégie militaire. Elle venait de perdre l'Indochine. Et elle perd donc toute la stratégie militaire Taha, et cette idée de colonie de peuplement est tombée à l'eau. Parce que une colonie de peuplement, en principe, c'est le peuple qui est assimilé, il meurt. Il meurt et il est assimilé. On a remis en cause le concept de colonie de peuplement. Il n'a pas fonctionné jusqu'au bout. 132 ans, point barre. Il ne pouvait plus aller plus loin. Et donc, toute l'organisation militaire, logistique, économique, autour de ce concept de colonie de peuplement, ont achoppé. Ils n'ont pas fonctionné. Ils sont arrivés à leurs limites. Et on a remis en cause cette notion de colonie de peuplement. Donc, pour vous, le sacrifice des écoliers tunisiens et algériens n'était pas vain. Oui, il n'était pas vain. Et malheureusement, oui, pour ceux qui sont morts, oui, c'est vrai. Mais il a donné ses fruits. La France n'était après ce coup-là et la bataille de Soukaras, la France n'était plus vue comme une puissance militaire capable de faire des choses. Non. La France a démontré ses faiblesses de ce point de vue et la révolution algérienne a gagné du terrain, a gagné de l'importance, elle a gagné de prestige aussi. Elle est devenue la première révolution du monde, de l'humanité. Et c'était irréversible. Ce sera le mot de la fin de cette émission. Et le mot de la fin, c'est faire des choses pour la mémoire de cette bataille. C'est-à-dire, on n'a pas beaucoup travaillé là-dessus. Il va falloir peut-être, sur tous les plans, et sur le plan culturel, parce que j'invite les peintres, justement, à se remémorer, de créer, enfin de mettre cet événement sous forme de tableau. J'invite les scénaristes, j'invite les musiciens des deux côtés de la frontière de se réunir et de faire des choses communes pour que Sarriette Sidi Youssouf continue à exister dans les mémoires. Merci beaucoup, Zoubida Mahamieh. Je rappelle que vous êtes
écrivaine, scénariste. Vous avez consacré un livre et un scénario donc, Tout à fait. à la tragédie de Sariyat Sariyat Sidi oui. Youssef. Je tiens à remercier également Salih Benkoubi, ancien diplomate et Moudjahid. Et je remercie Salahdine, docteur Salahdine Rajaï, qui était réfugié à l'époque des faits, et fils du commandant de l'ALN, Ammar Rajaï. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné dans la préparation et la réalisation de cette émission. Excellente soirée sur Al 24 News.